Hervé Le Treutre, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du GIEC. Alors, j'étais participant au GIEC, et puis on verra dans le prochain rapport du GIEC si je participe aussi, mais on n'est pas membre du GIEC comme une secte, on travaille pour le GIEC. D'accord, alors vous êtes un expert reconnu au niveau climatologie. Voilà. Cinquième bilan qui a été donc mis en place par vos réflexions. 21e COP qui va se préparer. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que le degré d'urgence a beaucoup augmenté. On se rend compte que si on veut rester sous cette barre, qui n'est pas vraiment une barre, mais qui est un repère des 2 degrés Celsius sur lequel se sont accordés tous les États comme constituant un niveau de danger qu'il ne faut pas dépasser, hein, au rythme actuel, on a pour 20 ans d'émission. C'est-à-dire que le problème nous a vraiment rattrapés et que le facteur temps devient un facteur essentiel. Et en même simultanément, on émet de plus en plus de gaz à effet de serre. Et dans les années 70, on émettait 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone par an en termes de CO2. Aujourd'hui, on est à 10 milliards de tonnes de carbone. Donc on va plus vite vers des situations qui nous approchent d'échéances qu'on ne pourra pas dépasser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu un pis-aller de dire bon, on essaye 2, si on n'arrive pas, c'est un peu comme l'économie, on dit on ne dépasse pas 3%, on ne dépasse pas 2%. C'est un peu de dire bon, on trouve une côte mal taillée, on essaye de s'y accrocher comme une bouée, quoi. Ben, je pense que de toute façon, on est face à un problème qui est extrêmement complexe, qui touche toutes les sociétés humaines, qui vont dépendre de facteurs sociologiques qu'on ne maîtrisera pas complètement. Cette appétence extraordinaire pour l'automobile, par exemple. Et ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on peut faire de mieux, sachant que tout ce qu'on fera nous protège d'un risque supérieur. On n'est pas dans... Donc, effectivement, si on arrivait à rester sous les 2 degrés, et je pense que c'est une discipline qu'on doit se donner, faire tout ce qu'on peut pour ne pas lâcher cette ambition-là, mais au-delà, je pense qu'on doit se donner... on verra bien ce que la nature nous réservera, mais c'est évident qu'il y a un risque d'échec qui est non négligeable. Mais là, on prépare quand même la COP 21, ça veut dire que c'est la 21e fois que des chefs d'État se rencontrent. Là, on a la chance d'avoir 197, ça veut dire qu'il y a quand même une vraie prise de conscience de l'État. Mais qu'est-ce qui va amener à avoir un résultat à bout? Vous parliez tout à l'heure d'un rapport de 800 pages que les gens ne signent pas tellement il est épais. Et voilà. Qu'est-ce qui va nous amener à avoir encore une fois, cette fois-ci, une vraie... Aujourd'hui, on a un pré-rapport qui est un rapport qui a été déjà relu beaucoup de fois par les différentes délégations, qui est un rapport de quelques dizaines de pages. Les chefs de l'État seront là au début et pas à la fin. Donc tout le travail de préparation de la COP a été différent des fois précédentes. Et le but de la COP n'est pas d'avoir un accord qui est signé par tout le monde, qui soit si possible contraignant au niveau juridique, sachant que la contrainte n'a jamais empêché les États-Unis de quitter le protocole de Kyoto, mais qui soit surtout un accord vérifiable et amplifiable dans le temps, c'est-à-dire avoir une procédure, et ça les négociateurs français y tiennent beaucoup, avoir une procédure qui permette de revenir rapidement sur les engagements et de les amplifier en fonction de l'évolution aussi du diagnostic scientifique. Donc je crois que c'est une situation un peu nouvelle. Alors, il n'y a pas eu une COP décisionnaire par année, c'est la 21e, mais il y a eu, disons, 3-4 COP qui ont été... Voilà. Mais, Copenhague, c'est un échec. En fait, c'est surtout Copenhague qui a été un échec, et plutôt un échec en termes d'organisation. Enfin, donc, je pense que les enjeux augmentent au fil du temps et qu'on a le devoir d'essayer d'y répondre. Si ça rate, là, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas d'autre chance. Mais comment on pourrait s'assurer que tous ces chefs d'État, autour d'un bon foie gras avec un coup de rouge ou un coup de blanc, prennent des engagements et que derrière... il n'y a aucune police mondiale. On sait qu'il n'y a aucune police mondiale et on ne va pas l'inventer pour le problème climatique. Donc on est obligé d'essayer de résoudre le problème climatique avec les outils dont on dispose, qui sont des outils de recherche de consensus, de recherche de dynamique, de recherche de... Voilà, c'est des outils qui peuvent être insuffisants, mais c'est les seuls dont on dispose pour établir
pour essayer de créer des choses à l'échelle mondiale aujourd'hui. Il n'y a pas de gouvernement mondial et on ne créera pas pour le climat. Mais un de vos collègues disait récemment, je ne le citerai pas, le GIEC c'est un peu comme l'ONU, quoi. On vient, on constate, mais surtout il ne faut pas qu'on intervienne parce que ce n'est pas notre rôle. Nous on est là, on est des experts, on est des scientifiques, on n'est pas là pour agir. On va dire aux gens ce qui se passe et établir des rapports qui sont pris en compte ou pas pris en compte. On a un petit peu un rôle qui est un peu... Non, le GIEC, c'est un... La différence avec les fonctionnaires de l'ONU, c'est que les gens qui participent au GIEC le font de manière bénévole. Ils ne se font pas tuer en plus. Et donc, on n'est pas... C'est une fonction que la communauté scientifique a créée d'elle-même pour essayer de donner une base technique propre aux décisions. Et on a vu qu'avec tous les débats qu'il y a eu, que s'il n'y avait pas eu ça, probablement on ne se serait pas sorti simplement de controverses un peu sans issue. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est assez clairement posée. Je pense que beaucoup d'États se rendent compte qu'ils sont dans des zones qui sont climatiquement vulnérables. Tous les pays émergents sont dans des zones climatiquement vulnérables. Il y a d'autres contraintes, il y a des contraintes effectivement il y a par exemple la contrainte démographique, personne ne veut en parler, c'est une contrainte très forte. Donc on verra ce qui sera possible malgré tout ça. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres approches que celle qui est suivie aujourd'hui. En tout cas, je ne connais pas d'approche de rechange. Donc il faut espérer qu'elle sera bénéfique. Et alors cette hypothèse qui circule au niveau des scientifiques de dire que le cycle solaire tous les 11 ans a un réchauffement naturel et qu'on serait exposé cette année, enfin dans ces années-là, à ce type de réchauffement qui en fait n'aurait rien de dramatique puisque c'est quelque chose qui se fait de façe naturelle. Est-ce que c'est on a effectivement des cycles naturels, mais ils n'ont pas été très forts. Le cycle de 11 ans, quand on regarde depuis le début du siècle, du XXe siècle, s'il y a un cycle de 11 ans, il faut vraiment le chercher mathématiquement de manière fine. Donc ce qu'on sait, c'est que les changements climatiques que peuvent provoquer les gaz à effet de serre, seront plus importants que ces cycles de 11 ans. Donc c'est une modulation d'effets que l'on craint. Ce que l'on craint est d'amplitude bien plus forte que ces modulations naturelles. Donc vous restez optimiste pour la COP21 à condition qu'on ait un suivi derrière, des actions et des engagements pris par les différents... Je pense que c'est une approche qui a le mérite d'être éventuellement possible si tout se passe bien. Parce que je crois quand même que la force d'une certaine transparence est probablement la force la plus grande qu'on puisse mettre en jeu par rapport à ces problématiques-là. Donc on va rester optimiste. Merci M. Armel.